C'est parti? Super. Merci infiniment Yannick. Merci d'être là. Tu m'honores de ta présence et de participer à ce projet qui me tient tellement à cœur. Simplement pour que les gens comprennent quand ils vont te voir, c'est de pouvoir comprendre que je souhaite apaiser en fait les parents et les jeunes qui rencontrent en fait des difficultés scolaires et qui ont malheureusement ce pont entre difficultés scolaires et avenir professionnel incertain. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer en fait des gens qui sont juste inspirants et qui justement ont exploité tellement de choses qu'ils peuvent simplement donner de l'espoir et donner en fait un exemple, mais juste de malade. Donc Yannick Alain, merci infiniment. Et à toi, si tu pouvais te présenter, s'il te plaît. Écoute, déjà, Lucie, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup d'être l'incroyable femme que tu es. Et merci beaucoup d'être dans l'initiative de ce que tu fais. Parce que ben, voilà, c'est beau. Et tu le fais avec beaucoup de panache, d'intelligence et d'amour. Et c'est Jean-Jacques Goldman qui disait dans une de ses chansons illimitée du temps, du talent et du cœur. Et je crois que c'est ce que tu mets en fait au travers de ce que tu fais. Donc je tenais vraiment à te remercier pour ça. Parce que autant bah je t'inspire peut-être et les personnes qui passent sur ta chaîne peut-être, mais je pense que tu inspires beaucoup des gens qui passent sur ta chaîne aussi. Et donc voilà, je tenais à te remercier pour ça. Je voulais remercier les personnes qui vont nous regarder aussi. Je soupçonne ces personnes, qu'ils soient adolescents, parents ou passionnés par l'éducation parentale en général, la parentalité en général, bah d'être intelligents parce qu'ils te suivent et parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans tes propos, dans ta manière dans ta posture. Et moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Et tu voulais que je me présente, donc je pense pas que ce soit le truc le plus important au monde, mais pour tout te dire, en fait, je m'appelle Yannick Alain. J'aime bien dire que j'aide les personnes bienveillantes, les gentils, à réussir et à changer la physionomie du leadership, qui était à une époque beaucoup axé sur la confrontation, sur la guerre un petit peu, et j'avais besoin de voilà, de redorer le blason en fait de toutes ces personnes qui sont bienveillantes, gentilles, pour qu'elles s'autorisent à réussir fort, tout en gardant leur valeur de bienveillance, d'amour finalement. Et au travers de ça, j'ai créé différents programmes. Donc un programme qui s'appelle la Neuro Business School que j'ai monté avec mon frère David Lefrançois, qui n'est pas mon frère de sang, voilà, mais mon frère de cœur à pour sûr, c'est certain. Et donc du coup, c'était un programme que je voulais pour former des entrepreneurs au business, des entrepreneurs en devenir, à développer leur business tout en gardant évidemment un socle éthique fort et leur gentillesse, et à la fois en les aidant d'un point de vue développement personnel aussi. C'est-à-dire que ça a mélangé technique entrepreneuriale et business, et à la fois développement personnel, c'était jamais vu à l'époque. Et donc du coup, ben voilà, j'ai lancé ça, et c'est devenu une école assez monstrueuse avec du coaching, avec des masterminds. Il y a de la proximité, il y a de l'agilité, il y a tout ça. Donc j'en suis très très fier. La NBS, dans laquelle d'ailleurs je t'ai rencontré, et je te remercie pour ça d'ailleurs, pour ta confiance. Ensuite, j'ai créé d'autres programmes qui s'appellent Master Persuasion, Master Influence, qui sont beaucoup liés à comment est-ce que je peux faire, j'ai aidé les gens à réussir à avoir un rapport meilleur à la vente. Parce que la vente est vue comme une espèce de bête noire en général, quelque chose, oh non, moi je suis pas vendeur, alors qu'en réalité tout le monde est vendeur. C'est juste, et on a tous des situations dans lesquelles on est convaincant et on est puissant, et voilà, et donc du coup je voulais réconcilier les gens avec la vente en mettant d'abord de la vente bienveillante dans ce programme-là, et puis au sorti, surtout plutôt que de créer des clones, et tu sais, des personnes qui vendent comme Yannick Alain, que chacun trouve son propre style. Et donc je suis le seul programme de vente qui permet, en tout cas Master Persuasion, de trouver son propre style de vendeur, son propre style de communicant aussi. Et j'en suis très très fier de ce programme-là. Et ensuite Master Influence est beaucoup plus lui lié, et c'est des programmes qui sont très liés entre eux, à l'influence. C'est comment est-ce que je peux devenir influent, charismatique et incontournable dans mon milieu, parce que l'une des clés de réussite pour moi, c'est les relations, c'est les connaissances. Et du coup, j'ai monté ce programme pour ça. Et j'ai un troisième programme également qui s'appelle Master Life, qui voit le jour bientôt là, et qui lui est beaucoup plus axé sur la connaissance de soi, parce que c'est une des choses qui m'a le plus aidé dans mon chemin de développement personnel et de développement professionnel, d'apprendre à mieux me connaître. Et donc j'ai utilisé plein d'outils comme l'énéagramme, comme
la process communication, comme le human design, comme la communication non violente. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai utilisées qui m'ont aidé à mieux me connaître, à mieux aller à la rencontre de moi. Et Socrate disait: connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Et je crois que c'est vraiment une belle base quand on veut entreprendre et qu'on ne sait pas trop vers où on veut aller, d'apprendre à au moins être au clair sur soi-même, sur ses blessures, aussi sur tout ça. Et donc, c'est un programme que je fais avec différents enseignants parce que je n'estime pas être un expert dans tous les domaines. Et donc, du coup, je prends les experts qui me semblent être les meilleurs dans un domaine et je les mets à disposition de ma communauté. Voilà, à côté de ça, j'organise également des événements parce que je crois que je ne me sens pas comme étant quelqu'un qui suit un infopreneur, quelqu'un qui vend des formations sur Internet, mais plutôt comme un entrepreneur et un formateur et un conférencier. Et donc, du coup, j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime être avec les humains, donc j'aime créer des événements. Et j'ai 2 événements que j'ai créés, l'un qui s'appelle le Neurobusiness Live, qui est lié à la Neurobusiness School, évidemment, même si les gens extérieurs peuvent venir aussi. Et puis, qui donc est un boost d'énergie entrepreneuriale. C'est si tu as envie d'entreprendre, tu viens à ce type d'événement-là et tu repars boosté comme jamais de vouloir entreprendre. Beaucoup de gens critiquent l'aspect motivation et motivateur. Moi, je crois que c'est profondément ce que je fais avec mes événements. Et j'ai au contraire, je pense qu'on a besoin de motivateurs parce qu'on n'a pas toujours les ressources en soi pour s'automotiver, même si je suis d'accord avec l'automotivation, et des fois on a besoin de se retrouver avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, des gens qui vous disent que c'est possible, des gens qui vous sortent du Covid, de tout ça pour vous dire: regarde, si tu peux voir toute la merde qu'il y a sur le monde, regarde ce que tu peux voir, ce que tu peux faire et le potentiel que tu peux réaliser. Et donc j'aide les gens à briller davantage et à s'autoriser à briller davantage au travers de cet événement. Et ensuite j'ai créé également une franchise qui s'appelle la Journée de l'Audace. Et il y en a un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y en a à Toulouse, c'est parti de Toulouse parce que je suis toulousain con. Il y en a il y en a en Suisse, en Corse, au Québec, en Afrique du Nord. Voilà, il y a pas mal de journées d'audace qui se font dans le monde aujourd'hui. Et cette journée-là, elle a juste pour objectif d'aider les personnes qui ont envie de réaliser quelque chose, juste de se dire et d'avoir un déclic, de se dire: et si c'était possible pour moi aussi. Toutes les personnes extraordinaires se pensaient ordinaires. Et donc je me dis que toutes les personnes ordinaires doivent avoir de l'extraordinaire en eux. C'est vraiment l'objectif de cette journée de l'audace, de se dire comment est-ce que des personnes ordinaires ont réussi à faire des choses extraordinaires. Et donc c'est des petits pitchs un peu comme TED, mais avec un peu plus c'est un peu plus péchu, on va dire, voilà, de 15 à 18 minutes sur comment est-ce que en mettant plus d'audace dans ma vie, en m'aidant davantage à voilà, en me mettant en situation d'inconfort peut-être, mais que je contrôle, eh bien je peux voilà, tirer mon épingle du jeu et arriver à grandir dans tout ça. Voilà ce que je fais en gros. Je fais beaucoup de choses. À la fois, je suis épaulé d'une superbe équipe. Donc voilà, je suis bien. Excellent, mais j'adore, j'adore. Alors, la question phare, c'était comment l'école pour toi, Yannick? C'était une catastrophe. L'école. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque une vengeance pour moi d'être devenu formateur. Parce que j'étais tellement nul. Alors, au regard de l'école, j'étais nul, mais pour l'enfant que j'étais, le fait d'être nul à l'école, ça signifiait pour moi être nul tout court. Et donc c'est ce qui fait que j'ai toujours eu, et je pense traîner encore, des bribes et des problématiques d'estime de soi. Parce que un enfant ne fait pas la différence entre est-ce que tu es nul à l'école ou est-ce que tu es nul en vrai. Et pour un enfant, en fait, quand il naît, quand il commence dans la vie, il ne se pose absolument pas la question de si l'amour qu'il reçoit est conditionnel de quoi que ce soit. Ses parents l'aiment et puis c'est tout. Et puis plus on le confronte à la vie, on le confronte à l'école, on le confronte à la vie en général, et plus cet amour-là, pour lui, il devient conditionnel. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire de me dire, en fait, finalement, on va pas m'aimer si je suis pas bon à l'école. Et il se trouve que j'étais nul à l'école. Parce que j'étais tête en l'air tout le temps, parce que mon corps était présent dans la classe et encore, et mon esprit vagabondait ailleurs. Et donc du coup, quand je revenais dans mon corps, j'étais plus du tout intéressé et j'étais complètement largué parce que j'étais tout le temps la tête dans les nuages, dans la lune. Ils me disaient ça, les profs, t'es tout le temps dans la lune. Et ils me le reprochaient, comme si c'était un défaut, comme si c'était quelque chose de nul. Et je suis parti avec ce bagage-là, de me dire, en fait, je suis nul parce que je suis dans la lune. Et puis quand le bulletin arrivait, tous les 3 mois, tous les 4 mois, je me faisais systématiquement engueuler. Donc,
Et à chaque fois, c'était punition, sur t'es nul, sur pourquoi machin. Et puis les profs ne prenaient aucun gant avec moi, disaient des choses absolument horribles sur les bulletins. Ne viens à l'école que pour se chauffer, ne fais pas Wow. d'efforts, ne fais pas d'efforts. Voilà, donc il y avait du jugement, il y avait de tout ça, des profs. Et du coup, ça a nourri chez moi en fait une très mauvaise estime de moi-même. Et du coup, bah, ça a été très difficile. En fait, moi, pour moi, les années d'école ont été juste horribles. Voilà, pour moi, en tout cas, ça a été surtout le primaire, le lycée les 2 premières années de collège, pardon, ont été une catastrophe pour moi, vraiment. Après, je dirais que la deuxième partie du collège, quatrième, troisième, ont été un peu plus sympas parce que j'avais des amis, j'ai trouvé mon groupe de potes, et donc du coup, je me sentais un peu mieux parce que j'avais trouvé au travers de la musique et de l'expression de la danse et de tout ça, quelque chose sur lequel on pouvait enfin me valoriser. Donc j'étais un peu valorisé là-dessus. Donc voilà, j'avais une part artistique à moi que j'exprimais au travers de la danse et du chant. Et donc du coup, bah, j'étais un peu plus valorisé. Donc je l'ai un peu mieux vécu, bien que j'étais aussi nul quand même. Ok, donc avec tout ce que tu me dis, est-ce que tu as tout de même ce souvenir quelle a été dans le périmètre, tu vois, scolaire, ta plus belle expérience? Est-ce que tu as une idée? Dans le périmètre scolaire, Ouais. Est-ce que tu as un souvenir qui j'ai des justement... belles expériences, mais qui sont liées à mes rencontres avec mes amis, à la camaraderie. Euh, un professeur qui s'appelait Monsieur Nouillan. Je me rappelais, j'étais nul en français, c'était un prof de français, j'étais nul. Mais cet homme-là, il était prof d'histoire et prof de français. Je me rappelle de lui avec beaucoup d'affection parce que c'était quelqu'un qui savait raconter les histoires, qui racontait des belles histoires, qui était un conteur hors pair. Et je le trouvais passionnant, cet homme. Et bien que je sois nul en français, que je fasse beaucoup de fautes et tout ça, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais rabaissé, qui ne m'a jamais dit tu es nul. J'avais toujours nul toujours zéro en dictée, même des fois j'ai eu moins 25, moins 35, voilà. Mais lui avait cette intelligence, je ne me sentais pas jugé auprès de lui. Et j'étais presque même déçu de pas être bon, en fait, pour lui, en fait, pour ce professeur-là. Mais je l'ai gardé qu'une année, donc voilà. En tout cas, c'est le seul professeur que je trouvais digne pour moi et que je trouvais plutôt sympathique. Ensuite, il y avait une autre professeure aussi qui était assez sévère, mais dont je garde un bon souvenir, c'était Madame Dutard, qui était la prof de technologie. Et cette dame-là, elle a posé l'étiquette sur moi du vendeur. Ok. Et c'est rigolo parce que j'ai pas voulu de cette étiquette-là au début. En tout cas, c'est comme si elle me l'avait collée comme ça. Et parce qu'en voyant mes notes et tout ça, elle voyait que j'étais nul un peu partout. Elle disait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et je la remercie parce que elle m'a valorisé sur un point, ce qui était bon pour moi. Elle me disait, tu as un don pour t'exprimer, en fait, pour parler, en fait. T'es peut-être pas bon dans la vente, mais tu as un don pour t'exprimer. Elle me le... Et voilà, et donc cette femme-là, je crois, et je te remercie de faire ça, parce que d'habitude, je la taquine un peu quand j'en parle en conférence, mais je crois que je lui dois, en fait, à cette femme-là, d'avoir vu chez moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Et ça, c'était plutôt cool, ce C'était en quelle côté-là. classe, Yannick? J'étais en cinquième, peut-être. Ah Cinquième, ouais, quatrième, déjà. peut-être. Ouais, cinquième, ouais. Ouais. Et quand Ouais. est-ce que tu as fait le pont, enfin, quand est-ce que tu as fait le lien justement par rapport à cette orientation? Par rapport à Yinmouche, moi je dis bien, le lien avec l'orientation de la vente, bah, j'ai eu en fait pour la petite histoire, les profs disaient que j'étais nul en fait, j'étais nul en tout en fait. Et puis j'ai été élevé par ma grand-mère, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et ma grand-mère en fait m'avait dit, j'avais dit à ma grand-mère, mamie, je suis nul en tout en fait, je suis pas manuel, je suis pas intellectuel, je suis pas sportif. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et ma grand-mère m'avait dit, tu sais mon chéri, t'es limité par rien. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Moi, je veux que tu deviennes quelqu'un. Sous-entendu, ne fais pas comme moi. On en parlera peut-être, mais c'était vraiment quelqu'un, ma grand-mère. Et quelqu'un dans le sens où je deviens quelqu'un d'important. Pour elle, c'était important que je devienne quelqu'un d'important. Et elle me le souhaitait. Je ressentais beaucoup d'amour chez ma grand-mère. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ma vie. Et dont je parle très souvent.
Et je me rappelle, je lui avais dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Elle m'avait dit, écoute, elle m'a dit, déjà, ce que je te demande, c'est de ne jamais faire de mal à personne. 2, ne vole jamais rien. Ce qui est à toi, on te l'a donné, mais tu dois le mériter. Et 3, si tu pouvais éviter d'être commercial, ce serait pas mal. Elle avait mis en fait dans ma tête en fait ce côté les commerciaux sont tous des salauds parce qu'elle avait été escroquée, on va dire comme ça, par une dame qui lui avait malheureusement qui a abusé de sa confiance, et cette dame était commerciale. Et donc du coup, elle avait une dent contre les commerciaux, contre les gens qui exploitaient les gens. Mon grand-père aussi avait une vision. Je me rappelle avoir posé à mon grand-père la question, papy, pourquoi les autres y réussissent? Pourquoi les riches réussissent en fait finalement? Et il me disait, parce qu'ils ont exploité les autres. Et c'était très négatif. Alors que mon grand-père était quand même exploitant, il était maçon et il a eu des ouvriers. Ce qui était très étonnant en fait sur la vision qu'il avait de lui-même en fait. Et quand il m'engueulait pour l'école, il me disait mon grand-père, si tu n'étudies pas à l'école, en fait, tu finiras éboueur ou maçon. Et maçon, c'était son métier. Donc j'étais très étonné de voir à quel point en fait finalement il avait pas spécialement une bonne vision. Il ne souhaitait pas que je fasse le même métier que lui, ce qui était étonnant. Bizarre en fait, en tout cas comme dichotomie. Et donc voilà, du coup c'est ce qui a fait que voilà, ça m'a amené à l'orientation qui a été celle d'aujourd'hui. J'ai eu mon rendez-vous avec la vie. Voyant que tu es nul en français, en maths, en 5e, on essaie de te réorienter vers une 4e technologique. À l'époque, c'était ça. Et j'ai eu mon rendez-vous avec la vie, avec ma professeure principale et ma conseillère d'orientation. Et ma prof principale était Madame Dutard, donc la prof de techno. Et donc elle regardait mes notes, et c'est rigolo, c'est le rendez-vous avec ta vie dans lequel tu n'as rien à dire du tout. C'est tes notes qui parlent pour toi. Et c'est ton dossier. Mais en aucun cas, c'est toi, l'humain, l'enfant, qui parle et qui dit tiens, ça me motive. Pour ça, tu n'as pas de chance en fait, de t'exprimer en fait, pour choisir ton orientation. Tu fais juste... voilà, c'est une personne, un professeur et une conseillère d'orientation qui essaie de te conseiller. Et là, en fait, ils essaient tous de t'amener sur une voie manuelle. Et la prof, tu dis, mais non, c'est pas mon truc, le manuel, tout ça. Et là, la prof te dit, bah écoute, pas manuel, pas intellectuel, pas sportif, il n'y a que commercial pour toi. Et là, du coup, je pars avec ça, en fait, sous le bras. Et donc, on me donne une orientation qui n'est pas forcément la mienne, de base, mais au moins, je peux faire quelque chose, parce que je me sentais vraiment être nul et de savoir rien faire, en fait. Et je suis parti comme ça en fait sur cette orientation-là. C'est comme ça que j'ai fait le rapport avec cette orientation-là. Et après, j'avais aussi... Ma mère était avec un homme qui s'estimait être un très bon commercial. Et bon, au final, c'était pas tant que ça un bon commercial, mais c'est rigolo, il incarnait pas du tout ce qu'il me disait en fait. Et donc du coup, je me disais, bon, peut-être qu'au moins ça fera plaisir à mon beau-père à l'époque, Serge. Et je me suis dit, peut-être que je vais être commercial. Et sans me dire que je partais avec cette espèce de sac à dos, tu sais, que ma grand-mère m'avait un peu donné, quelqu'un que tu aimes profondément et qui te dit ne sois jamais commercial. Et ça m'est venu après, quand j'ai commencé à être confronté à la vente, à vendre des produits, parce qu'il a fallu que je fasse un travail d'apparente déloyauté par rapport à ma grand-mère que j'ai perdu très tôt, parce que je l'ai perdu à 12 ans. Je l'ai perdu en 5e, justement, dans ces eaux-là. Et qui était ma deuxième maman. Parce que ma mère étant chanteuse professionnelle, j'ai été élevé chez elle, chez ma grand-mère. Et donc du coup, voilà, ça a été la construction que j'ai eue par rapport à ça. Ok Yannick. Quand est-ce que selon toi, tu as pris conscience en fait de tes forces, de tes talents, de tes compétences? À quel moment tu as commencé, si tu veux, à entrevoir les qualités en fait que tu as aujourd'hui? Bon, c'est une construction, mais... C'est rigolo, mais je crois que c'est à partir du moment où les adultes, pour moi, n'ont plus été crédibles. C'est arrivé en fait, c'est arrivé parce que les adultes me renvoyaient l'image de quelqu'un qui était nul. Comme j'étais nul à l'école, j'étais nul en général. Et en fait, un jour, mon beau-père avait une exploitation agricole. Il avait une 40aine d'hectares. Et moi, j'ai détesté ça. Je travaillais à la ferme, passer le tracteur, tout ça. Mais j'ai passé le tracteur très tôt, à partir de 12 ans, 13 ans. Je passais déjà le tracteur dans les champs. Et ça me faisait chier, mais bon, ok. Surtout que lui n'avait pas de pédagogie. Il était toujours en train de gueuler. Il était très confrontant, très t'es nul, tu sers à rien. T'es vraiment là-dedans. Et il pouvait être valorisant sur certains points, mais il était tellement le reste du temps nul, et con par rapport à ça. Il avait tellement une attitude en fait qui était dénigrante que voilà. En tout cas, c'était pas génial.
Et donc, un jour, en fait, il m'envoie dans le champ, dans un des champs, et il me dit, ouais, il me dit, puisque tu fais rien, il me dit, va dans le champ, en fait, et ramasse les cailloux dans le champ pour assainir le champ, parce qu'il y a beaucoup de cailloux, ça pousse moins bien quand il y a des cailloux. Je comprenais pas la stratégie du projet, mais bon, voilà. Puis il y a des machines qui existent pour ça, on peut les louer, bref, voilà. Mais là, moi, il voulait qu'à la main, je fasse ça. Et donc, il avait un espèce de vieux camion, une benne. Tu sais, ce camion-là, le démarreur était foutu. Donc, du coup, il pouvait démarrer, mais il ne fallait surtout pas l'éteindre. En fait, on le démarrait en le tirant avec un autre tracteur. C'était vraiment, c'était très vieillissant, les trucs. Et donc, on tirait, et on démarrait le truc. Et c'était comme ça que ça marchait. Donc, du coup, dans le champ, qui avait des ornières parce qu'il était labouré, il fallait surtout pas le caler, ce camion. Et donc il me dit, par contre, tu le cales pas, sinon ça nous fout dans la merde et tout ça. Je suis obligé de venir le remorquer avec le camion, avec le tracteur, c'est compliqué, tout ça, machin. J'ai dit, ok, je vais faire attention. Puis j'avais quand même pas mal l'habitude de rouler dessus avec, donc j'avance. Et puis un de mes meilleurs potes qui vient et qui me dit, je vais t'aider. Et je viens, comme ça on discute, on est bien et tout ça. Bon, j'avais peut-être 14 ans dans ces eaux-là. Et on fait ça. Et donc moi j'avance le camion petit à petit au fur et à mesure qu'on ramasse les cailloux. Et mon pote, en fait, à un moment donné, me dit, j'aimerais trop avancer le camion et tout. Est-ce que tu crois que je peux l'avancer, tout ça et tout. Et je lui dis, écoute, j'ai juste entendu Serge ce qu'il a dit. Si on le cale, ça va être chaud, quoi, pour nous, quoi. Et il me dit non, mais il me dit je t'inquiète pas, je ferai attention et tout. Et puis c'était quelqu'un que mon beau-père aimait beaucoup, mon pote, parce que tu sais, c'est très inégal les tailles et les gabarits à cet âge-là. Et moi j'étais très gringalé, très petit. Aujourd'hui je mesure 1m82, ça va. Mais lui, en fait, à l'époque je mesurais 1m60 et lui mesurait peut-être 1m70. Donc il était 10 cm et puis il était formé déjà, il était costaud, c'était quelqu'un de musclé, de costaud, tu vois. Et évidemment, il prend le camion, je lui dis ok, il prend le camion et évidemment, il cale le camion. Et là, à ce moment-là, il est livide parce qu'il ne veut pas décevoir mon beau-père qui sait qu'il aime bien et il ne se sent pas bien parce qu'il a peur de se faire engueuler. Et moi, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, je dirais que c'est moi. Je dis qu'il a calé le camion et ne t'inquiète pas. Enfin, ne t'en fais pas, je dirais que c'est moi en fait et je dirais pas que c'est toi et tout ça. Et là, donc évidemment, je vais voir mon beau-père, je lui dis, j'ai calé le camion et tout ça. Et là, mon beau-père me dit, il me dit n'importe quoi. Puis il arrive en fait avec le tracteur et il me passe un savon en me disant t'es nul, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Je t'avais dit de faire attention à pas caler le camion, tu le cales. En fait, t'es vraiment zéro. Et il me dit Stéphane, il aurait jamais calé le camion, j'aurais dû le confier à lui. T'es vraiment, enfin voilà. Et il me met plus bas que terre. Et à ce moment-là, il y a un truc qui se passe en moi. C'est plutôt que de me blesser, je me dis mais en fait, ce que tu dis c'est de la merde en fait. Et parce que quand tu es enfant, tu remets pas en question ce que disaient les adultes. Mais là, à 14 ans, en fait, je me dis, mais en fait, ce que tu dis, c'est faux. En fait, c'est mon pote Stéphane qui a calé, en fait, le truc. Et dans ma tête, je me rappelle m'être dit, déjà, ce que tu dis est faux. Donc, ce que disent les adultes en général est peut-être pas toujours juste. Et je me suis dit, en deux, tu verras plus tard. Et ça m'a donné comme une colère et une rage de me dire, en fait, tu verras plus tard. Et bon voilà, après ma mère s'est séparée de lui 4 ans après. J'avais gardé un bon lien avec lui à peu près. Et puis après, le temps fait que voilà, ça s'est délité. La vie a fait que. Et puis voilà, ça a été comme ça. Et je crois que ce déclic-là a été important pour moi de me protéger de ce que les adultes pouvaient dire en fait, pour répondre à ta question. Et d'être un peu plus hermétique à me dire ils disent pas forcément tous des bonnes choses. Je partage. Maintenant, j'ai déjà entendu cette histoire de ta part et je la kiffe. Peux-tu nous raconter ton histoire, ta première belle expérience professionnelle, s'il te plaît? Quand je faisais du porte-à-porte. Tu veux celle-là? Ah oui, oui. Et après, quand tu as même postulé... Ah oui, écoute, oui, sans problème. Parce que ma vie, en fait, elle est jonchée de détermination, d'adversité. Tout au long de ma vie, en fait, j'ai eu tout au long de ma vie, en fait, des épreuves assez dingues. J'aurais aimé par moments qu'elles soient un peu moins dingues, mais j'ai été très très mise à l'épreuve. Et à chaque fois, il a fallu que je me batte pour avoir les choses. Ce qui n'est pas obligatoire, hein. Je tiens à vous le dire, en fait, c'est pas obligé d'être tout le temps dans l'adversité, dans la bataille, comme moi je peux l'être. Ça va peut-être être mon karma, j'en sais rien. Mais je dis qu'il y a des gens pour qui ça se passe mieux et c'est très bien. Et donc du coup, étant donné que je suis commercial, que
je suis, on va dire, dans une dynamique, on va dire, où je fais des études commerciales, en tout cas un petit peu d'un bac professionnel, vente, représentation. Tu fais ce type de cursus-là. À l'époque, on en avait profondément honte, même d'être en LEP. Tu sais, pour les autres, ceux qui allaient en général, on était des Mongoliens. Donc c'était vraiment très drôle, en fait, comme les castes se formaient comme ça. Et donc, au sortir de l'école, j'avais eu une première expérience avec mon père commercial qui n'avait pas bien fonctionné. En fait, j'avais monté ma boîte parce que j'avais peur de me confronter au monde de l'emploi. Et donc, je me dis, je vais postuler à des postes. Et là, en fait, je postule en fait à plein d'entreprises. Et il y en a une qui me répond. Mais en fait, c'était des entreprises c'est pas toi qui te vends pour le poste, c'est eux qui te vendent le poste. C'est-à-dire qu'ils t'envoient sur un secteur, ils te disent allez vends, tu vas être bon, allez vas-y fonce. Et t'es payé qu'à la commission. Et donc là, je me fais embaucher dans cette boîte-là qui vend des revêtements de façade vers Lyon. Et en fait, cette boîte en fait m'embauche et me dit m'envoie en fait vers un style de vente qui est très en entonnoir en fait. Et donc en entonnoir, ça veut dire que tu as une récitation à dire, c'est une déballe, et puis à la fin de la récitation, tu as quelques stratégies pour vendre, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment un entonnoir de vente qui est assez bien foutu. Et donc tu apprends ta récitation et tu la récites. Puis évidemment, je ne vends rien du tout ou pas grand-chose, et un jour je tombe sur une dame, et cette dame, en fait, elle me dit, elle commence à vaciller à la fin, elle me dit oui, ça m'intéresse, mais quand même c'est un peu cher. Et on a une stratégie, on va dire, quand on vend comme ça, c'est qu'on ne doit jamais quitter le client sans avoir appelé son chef direct ou son patron. Ça ne se fait pas en fait. Voilà. Et donc du coup, moi, voyant que la cliente ne signe pas, mais qu'elle est quand même prête presque à le faire, j'appelle mon patron. On appelle ça un passage de main. C'est une manipulation, qu'on soit clair sur le sujet, du A à Z. Puis moi, je suis là-dedans, je suis pas du tout à l'aise avec cette histoire-là, mais je suis jeune, j'apprends la vente, a priori il pourrait que je ne sache faire que ça, et je me rends compte que le monde, non, il n'est pas bisounours dehors, il est hardcore quoi. Et donc j'appelle en fait mon patron, parce que mon chef de vente direct n'est pas disponible, et mon patron m'a au téléphone, il dit bonjour Yannick, comment allez-vous? Je dis oui voilà, donc écoutez, je suis avec madame Untel. Cette dame, il se trouve que elle est sur le secteur 20, donc là ça veut dire qu'il faut qu'il fasse une remise de 20% pour arriver à avoir l'affaire. Et donc, elle est très intéressée par une façade. Tout. Puis le patron fait semblant de t'engueuler un peu en te disant « Ouais, mais attendez, vous me demandez à chaque fois de faire des remises. Voilà, vous comprenez que je peux pas les faire à tout le monde, c'est pas possible, tout ça, machin. » Donc là, non, c'est non. Je peux pas. Je dis, vous savez, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Ils sont vraiment intéressés par le truc. Et donc, il y a une espèce de manipulation, en fait. Comme ça, c'est le client qui dit « Oh, le pauvre, il se mouille pour moi, quoi. » Et là, à ce moment-là, le patron prend le client au téléphone. Bonjour monsieur le client. Écoutez, mon commercial me dit que vous avez vraiment envie d'avoir la façade, mais le problème c'est que moi je peux pas en fait descendre du prix qu'il vous a fait. Et il dit il dit au client c'est quoi le coloris que vous avez choisi. Donc moi je donne le coloris. Et là tu as le patron qui dit écoutez, vous avez de la chance. J'ai une foire qui se passe dans le nord de la France et j'avais du produit de démonstration. Il vous faut quelle quantité? Repassez-moi Yannick. Yannick, il faut quelle quantité? Telle quantité. Yannick, j'ai pile la quantité qu'il faut, c'est du matériel d'exposition, donc je peux vous faire cadeau du matériel d'exposition. Je le fais pour vous parce que Yannick vous l'a dit, mais par contre, moi je ne fais pas rapatrier ça comme ça. Donc soit vous me dites oui là, soit vous me dites non à jamais. Mais sinon ça passe pas en fait. Donc vous y allez, je vous fais 20%, mais par contre c'est le dernier mot parce que sinon voilà. Là les gens évidemment ont la sensation de faire une affaire, tu vois, donc ils y vont, ils signent. Ils ont une carabistouille pour éviter, on va dire, d'être... voilà, et donc du coup, la cliente signe. Et cette cliente-là, elle est surendettée. Et mon client avait trouvé, à l'époque, on pouvait feinter la Banque de France en remboursant avec le crédit le truc. Enfin, bon, on pouvait faire des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, cette femme était fichée, et boum, il la défiche, il lui fait signer le truc, et en avant. Mais la dame, je sens qu'à la fin, elle a dit oui, mais parce qu'elle n'avait plus aucun ressort pour dire non. Mais qu'elle voulait pas la prendre à la façade. Elle voulait juste être renseignée et c'est tout. Et elle sait plus comment elle se retrouve là-dedans, mais elle sait plus dire non. Et là, du coup, moi, je rentre à la maison et je me sens super mal, en fait, en vrai. Elle dit oui, elle a signé le contrat, elle m'a fait le chèque d'acompte, mais je me sens mal, en fait. Je me sens super mal. Et le lendemain matin, en fait, je décide de lui ramener le contrat et de lui dire je vous rends le contrat, réfléchissez, parlez-en autour de vous. Autant te dire
que l'affaire n'est plus valable. Et je rentre au bureau parce que mon patron qui me rappelle, en fait, me dit « Yannick, vous êtes le meilleur, bravo, vous avez signé une affaire, c'est super. Écoutez, demain, je descends spécialement pour vous et on boit le champagne ensemble. » Moi, je bois pas déjà d'alcool, donc compliqué. Et j'arrive au bureau et là, mon patron me dit « Yannick, alors, le contrat ?» Et là, je dis au patron, bah, écoutez, je trouvais que c'était pas très juste pour la dame, donc je suis allé lui amener ce matin, tout ça et tout. Et là, mon patron, il y a mon chef des ventes direct qui est là, il y a les commerciaux, mes collègues commerciaux. Et là, en fait, il décide de faire un exemple. Et en fait, il m'humilie devant tout le monde, à dire que je suis nul, que je suis un bisounours, que j'y arriverai jamais, que l'entreprise, en fait, n'existera, enfin voilà, n'existe plus et que, bah, voilà, que n'existe pas, que parce que il y a des gens qui sont pas comme moi. Bref, il me détruit. Et en fait, moi, je m'en vais. Il me dit, vous prenez vos affaires, vous dégagez, vous me rendez vos affaires. Puis voilà, j'avais des petites affaires pour mesurer. Il n'y avait pas le laser à l'époque, mais en tout cas, voilà. Et du coup, il me lynche. Et il me menace même, il me dit, bon, pour 200 euros, si vous ne me ramenez pas le contrat, je peux vous faire casser la gueule. Et du coup, moi, je suis quand même taquin, donc je lui ai dit, mais moi, gratuitement, comme vous êtes chez moi ici, pour 0 euros, je peux vous faire enterrer dans un trou. Donc voilà, donc du coup, on est parti en joute un peu verbale. Mais derrière cette confiance-là, moi, ça m'a détruit, en fait. Je me suis dit, en fait, si la seule chose que je suis censé faire dans ma première expérience commerciale, je le fais en plus mal et que je vends pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Je vaux même pas que quelqu'un me donne 1000 euros par mois en salaire, en fait. C'était ça à l'époque, j'en étais là en termes d'estime de moi. Et de cette expérience-là, après, je suis allé faire des petits boulots. Ça a été horrible pour moi, à couper du bois. J'avais l'impression que j'allais mourir dans la Syrie, tellement, voilà, il y avait des trucs coupants. Et en fait, ma petite amie de l'époque, Isabelle, me dit et si tu mettais la barre plus haute? Et si tu décidais de mettre la barre plus haute? Et là, c'était que moi, je ne m'autorisais pas à postuler à des postes où ils ne demandaient pas des BTS ou des bac plus 2, bac plus 4, bac plus machin. Elle me dit, mais postule à ces postes-là. Peut-être que l'expérience fera le reste, peut-être que tu leur plairas, peut-être qu'ils t'appelleront. Et puis du coup, j'ai décidé de postuler, de me donner les moyens d'aller sur des plus grandes entreprises. Donc j'ai fait un beau CV, j'ai une belle photo et en avant. Et personne ne m'appelait. Personne ne m'appelait jamais, jusqu'au jour où il y a une dame qui m'a appelé, en fait, qui travaillait pour une boîte de travail temporaire. Et elle me dit, écoutez, voilà, bravo, elle m'explique. Je fais l'entretien avec elle, il est génial et tout, super. Elle me dit juste, monsieur Alain, à la fin de l'entretien, elle me dit, je vous positionne sur l'entreprise qui recherche un emploi, là. C'était une entreprise, 1500 euros de fixe, voiture de fonction, téléphone portable, des tickets restaurants. Enfin, je veux dire, quand elle m'a dit ça, en fait, moi, j'ai dit à la dame, j'ai dit, est-ce que vous avez un lien de près avec Jésus? Parce qu'à un moment donné, moi, je vous aime. Voilà, bon, pour moi, 1500 euros par mois, c'était la fortune. C'était la fortune, quoi. Et malgré le manque d'estime de moi que j'avais. Et donc, j'ai dit, bon, ben, oui, allons-y, quoi. Et donc, je me retrouve, en fait, voilà, à attendre, en fait, qu'elle me rappelle, mais juste avant, elle me dit, Yannick, est-ce que vous avez votre BTS? Est-ce que j'ai pas la copie de votre diplôme? Et moi, je lui dis, parce que madame, parce que moi je l'ai pas, le BTS. En fait, il vous le faut pour quand, le BTS? Elle m'a dit demain. Si ça va être court pour l'avoir, parce que je ne l'ai pas, j'ai juste un bac professionnel, moi, à la base. Et là, elle me dit, ah ben désolé, elle me dit, je vais pas pouvoir en positionner parce que le patron demande au minimum un bac plus 2. Et là, donc, je lâche pas l'affaire, je dis, madame, on passe un super moment au téléphone, ça fait une demi-heure que vous m'avez au téléphone, je conviens pour le poste, vous me trouvez génial en termes d'état d'esprit et tout ça, et juste parce que j'ai pas un bout de papier, vous voulez pas me positionner? Et elle me dit, ah, vous savez quoi? Elle me dit, je vous aime bien, je dois présenter plusieurs personnes à cette entreprise, je prends sur moi, je vous positionne. Super, je me dis, génial, elle me dit, je vous rappelle dans 3 semaines. Et moi, à l'époque, je crois que quand on te dit, on vous rappellera, naïvement, je crois qu'on te rappelle. Et là, 1 semaine, 2 semaines passent, évidemment, personne d'autre me rappelle, 3 semaines passent, et là, pas d'appel toujours. Donc là, évidemment, je rappelle, et là, je tombe sur elle, elle est très embêtée. Je la sens au téléphone, très embêtée. Elle me dit, oui, bonjour, monsieur Allais, oui, je me rappelle très bien de vous. Elle me dit, écoutez, je suis désolé, en fait, mais le recrutement est annulé. Je dis, mais le recrutement est annulé, c'est-à-dire, elle me dit, ben, en fait, on n'a pas eu l'affaire. Donc, en fait, le patron, l'entreprise n'a pas voulu finalement faire affaire avec nous. Nous, on avait commencé à précaster avec vous et d'autres personnes. Mais du coup, voilà. Et je lui dis, mais l'entreprise, elle recrute toujours? Elle me dit, probablement. Elle me dit, mais moi, je m'occupe plus de ça. Je dis, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me donner son numéro? Et là, elle me dit, ben non. Elle me dit, je peux pas parce qu'elle me dit, ils sont censés me payer pour ça. Et là, je dis, je vais pas leur donner. Et puis, donc là, je redouble, je dis, madame, vous avez un autre boulot pour moi qui correspond à un commercial? Elle me dit, franchement, non. Je dis, s'il vous plaît, je dis, donnez-moi juste le nom de la boîte et je dis, voilà, je dirai à personne.
Elle me dit ok. Et la boîte en fait gardait ça secret parce qu'il y avait un truc avec le secret et tout ça. Et du coup, je suis allé chercher sur Internet, mais le vieil Internet de l'époque, tu sais, vous savez, vas-y, va chercher en fait l'information. Et je trouve en fait le site, j'appelle, je tombe sur la secrétaire de la secrétaire qui connaît l'adjointe du machin, du truc. Et bam, j'arrive à tomber sur l'assistante qui s'occupe précisément de ce recrutement. Et là, je lui dis bonjour madame, j'explique mon histoire rocambolesque avec le truc, le machin, et je match super bien avec elle. Elle me dit, elle s'appelle Priscilla, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revue d'ailleurs. Et elle me dit, mais vous êtes un fou furieux, vous. Elle me dit, le problème, elle me dit, c'est que le patron est très à cheval sur les horaires. Stéphane est très à cheval sur les horaires. Elle me dit, il y avait une session de recrutement qui avait lieu hier, vous êtes en retard. Et elle me dit, et vous avez une prochaine session de recrutement qui est dans une demi-heure. Et à l'époque, j'habite à une demi-heure du lieu. Sauf que quand tu es chez toi, tout seul, avec ton téléphone, t'es pas habillé de circonstance, t'es pas rasé, t'es pas... Et sauf que moi, j'ai pas le temps. Elle me dit, elle me met la pression en me disant qu'il a besoin d'être à l'heure, et moi, je lui dis, j'arrive immédiatement. Donc là, je prends une veste qui est dépareillée avec le pantalon, je mets des chaussures de sécurité en guise de chaussures de ville, j'y vais, je pars avec ma voiture qui fait plus d'huile que d'essence, je fonce, j'arrive 5 minutes en avance, et moi, on est en mois d'août, j'ai un gros défaut. Quand j'ai un très gros défaut, c'est que je transpire énormément. Et comme je transpire énormément, en fait, j'ai mis une chemise rose, j'ai des auréoles comasses, en fait, sous le truc, je transpire, et j'arrive, en fait, au moment, en fait, j'ouvre la porte, j'ai tellement de transpiration sous les bras que même ma veste, en fait, elle goûte, en fait. Donc, je suis piégé. Je peux pas enlever ma veste parce que, bref, j'ai des auréoles de sel sous... bref, un truc de fou. Franchement, si je m'étais vu à l'époque, je mettais un coup de pento, pas rasé, fait le mec vraiment pas du tout mis en valeur. Et en ouvrant la porte, j'arrive 5 minutes à l'avance. Je vois, en fait, que des mecs tirés à quatre épingles avec des très beaux costumes, avec la petite serviette qui va bien, tu sais, avec le petit CV, la chemise. Moi, j'ai un CV tout corné dans un espèce de truc publicitaire de mon beau-père, de mon ancien beau-père, en fait, qui travaillait dans le médical. Enfin, un truc horrible, tu vois. Et je me dis, soit tu gardes ta dignité, tu dis que tu t'es trompé, tu t'en vas. Moi, je me dis que les gens qui me voient, ils doivent se dire, il revient de la piscine, le mec, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Vraiment, le truc, je suis dégoulinant, quoi, tu vois. Et je me dis, bon, je vais rester. Je me mets bien au fond. Et là, le patron parle et je me rends compte, en fait, qu'on a plein de points communs. Il a monté sa boîte avec sa mère. Il n'a pas d'études. T'as envie de dire, mais pourquoi tu demandes un bac plus de minimum, tu sais, il a une histoire hyper inspirante et il explique ce que je fais. Je me dis, putain, à la fin, il dit, est-ce que quelqu'un veut me parler? Moi, à la fin, je me suis mis près des trucs. Je me dis, j'ai séché un peu et j'y vais en premier, quoi. Tu vois, je dis, c'est bon, je fonce, quoi, tu vois. Et là, en allant le voir, je dis oui, je suis nul à l'école, mais vous aussi, a priori. Je le challenge un petit peu et en fait, il m'adore. Il me dit, putain, il me dit, vous êtes, vous avez du panache, vous avez tout ça. Et il me challenge un peu quand même. Il me dit, mais attendez, il me dit, vous avez juste le bac. Sur votre CV, il est où votre BTS? Moi, ma chef des ventes, elle demande un BTS. Je fais comment? Je dis, mais de la même manière que vous n'avez pas d'études, monsieur, et que vous dirigez ces gens-là et cette personne, pensez pas que je dois peut-être être capable d'être un bon commercial? Ou en tout cas, au moins essayer. Et là, du coup, il me prend un truc. Et ce que je ne savais pas, c'est que la personne que j'ai eue avant au téléphone, elle s'appelle Priscilla, c'était sa femme. Et je ne savais pas. Et elle l'a appelé juste avant. Elle lui a dit, il y a un mec qui va peut-être arriver en retard, reçois-le, parce que s'il se bat autant avec nos clients que pour avoir le rendez-vous là, on va faire des sous avec lui. Donc vas-y, franchement, prends-le. Tout ça. Et donc voilà, et donc après je l'ai su après, j'ai fait la formation avec lui. Il m'a appris la vente telle que je l'enseigne aujourd'hui, en tout cas en partie. Voilà, c'est devenu un ami aujourd'hui. Il vend des meubles de luxe sur voilà. Et puis c'est chez lui que j'ai eu le drame qui s'est passé dans ma vie, que ma petite amie a eu l'accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Et donc du coup j'étais en formation chez lui quand c'est arrivé, donc j'ai dû quitter son entreprise. J'ai quitté son entreprise pour pouvoir être proche d'Isa et puis voilà, et miser sur autre chose, quoi. Je pourrais continuer avec l'autre histoire de comment j'ai retrouvé un boulot en fait à l'endroit, mais je me dis que t'as peut-être pas le temps quand même. Donc voilà, mais en tout cas, c'est te dire que c'est pour toi. C'est l'adversité en fait qui fait que à un moment donné, en fait, j'ai fait ça et puis tu sais si j'avais pas mis la barre plus haut, qu'est-ce que j'aurais, tu vois? Tu sais, ça me fait penser à Joshua Bell. Tu connais cette histoire de Joshua Bell, tu sais, ce violoniste qui est un des. Oui, Joshua Bell est un violoniste en fait, qui est un des virtuoses de notre époque. Et Joshua Bell, tu connais certainement l'expérience, avait fait l'expérience en fait d'aller jouer dans le Washington Post. En fait, avait orchestré Joshua Bell qui joue dans le métro pour voir s'il aurait plus
de pourboire qu'autre chose. Et lui, il s'imaginait qu'il allait avoir pas mal de pourboires et tout ça. Et en fait, il a eu beaucoup de déconvenus parce qu'il a eu plus de 1000 passages devant lui qui jouaient de violon. Alors, il joue. C'est Joshua Bell, l'un des joueurs de violon les plus virtuoses de notre époque et les plus jeunes. Il joue sur un Stradivarius qui a 300 ans d'âge, qui vaut 3,5 millions de dollars. Il joue les morceaux les plus difficiles du répertoire du violon, mais il n'est pas là. Mais en fait, personne ne lui fait des dons. Il récolte en 45 minutes 35 dollars. Et dans les 35 dollars, il y a les 20 dollars de la personne qui l'a reconnu, qui a fait que ça a mis fin à l'histoire. Mais du coup, il a eu 1000 passages, 150 stops, 35 dollars. 3 jours avant, il était au Boston Theater, il remplissait 3000 places à 100 euros, à 100 dollars la place minimum, plus le reste. En gros, il rentrait 300 000 euros en 90 minutes. Si on multiplie par 2 son 43 minutes de jeu, on va dire, il aurait perdu possiblement en 90 minutes. De l'autre côté, il fait 300 000 dollars. Et ce que j'avais envie de donner comme morale à cette histoire-là, c'est que si tu laisses les autres définir ta valeur, tu ne vaux rien. Donc, important de mettre la barre plus haut. Si jouer dans le métro, ça ne rapporte pas. Il y en a déjà qui croient, mais ça ne rapporte pas. Et surtout, arrêtons de donner à manger à des gens qui ne sont pas capables de voir notre valeur. Des fois, des gens ne sont pas capables de voir notre valeur. Moi, si j'étais passé dans ce métro-là, je ne m'y connais pas suffisamment en violon pour savoir que ça joue sacrément bien. Mais cette femme-là qui est passée devant, elle a fait « Waouh !» Elle a dit « Là, lui, il joue sacrément bien. » Elle s'est arrêtée, elle a su voir l'or là où là où la majorité des passants ne savaient pas la voir. Et à un moment donné aussi, quand on est Joshua Bell, c'est important aussi de vendre et de proposer son spectacle aux personnes qui sont capables de l'apprécier. Donc votre produit, votre service, ce que vous valez, il faut aussi apprendre à le proposer aux personnes qui savent apprécier tout ça. Et ça passe par de la pédagogie. Ça passe par comment est-ce que tu fais pour bien acheter un service, un produit ou un service. Et c'est le job d'un vendeur. Aider une autre personne à prendre une décision intelligente. C'est ça, quoi. Donc comprendre son besoin, donc sonder, donc poser des questions pour arriver à mieux comprendre et proposer quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Et c'est celui qui comprend le mieux l'affaire qui la gagne généralement. Mais bon, on dérive parce qu'on était là pour parler de l'école à la base. Ce que je retiens quand même, c'est que quelqu'un qui me dit au départ de cet entretien qu'il était nul en français, a tout de même écrit un bouquin que je dévore. Les gentils aussi méritent de réussir. Et je dis mes chapeaux bas, Oui. parce que en fait, tu remets en question énormément de choses. Le fait que j'en ai des frissons. Je suis désolée, je suis émue. Le fait que tu aies des difficultés, que tu aies eu des difficultés scolaires, le fait que tu te sois battu, le fait que tu aies cru et que tu aies pu remettre en question la vie d'un adulte. Et aujourd'hui, que tu brandisses, si tu veux, cette valeur et cette qualité de la gentillesse que je partage tellement, je me dis, c'est la revanche, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis étonné de ça, c'est vrai que tu as raison. Je deviens auteur, je deviens formateur alors que j'étais nul à l'école. Et à la fois, c'est peut-être, on fait souvent le métier qui nous guérit, c'est ce qu'on dit. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est que je me sentais nul en français, je me sentais voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Après, je tiens quand même à dire qu'il a été corrigé le livre et que moi, je l'ai beaucoup plus raconté que je ne l'ai écrit. Donc du coup, c'est ça aussi. Mais en tout cas, je me suis donné les moyens d'écrire un livre dont je puisse être fier et qui porte mes idées et ma couleur. C'est ça qui est important. Exactement. C'est ce que je relève et que tu incarnes quand je lis. J'ai ta voix. Je sais que c'est pas bien quand on lit parce que ça ralentit, mais j'ai ta voix en fait. Oui, c'est génial. Et tu sais que les gens qui me connaissent ont presque été, parce qu'on est produit par Audible. Et les gens qui me connaissent ont été déçus que ce soit pas moi en fait sur la voix d'Audible, tout ça. Mais c'était mieux que ce soit l'acteur parce que je trouve que le comédien, il donne une dimension qui s'appelle Olivier Chevel. Il donne une dimension incroyable au live en fait et au livre, pardon, au livre. Et voilà, voilà. Oui, bien sûr, ma belle. Quel est le conseil que tu donnerais aux parents et aux enfants qui rencontrent des difficultés scolaires? Justement pour gagner, pour, tu sais, garder espoir et comprendre que ce n'est pas parce que tu as des difficultés en fait que tu es nul. Mais c'est que voilà, l'école est une très bonne aide
pour avoir un savoir générique et général, c'est toujours mieux quand on sait être attentif à l'école et qu'on sait être, on va dire, voilà, je trouve que c'est toujours mieux, tu vois, d'être et des fois, en fait, la pédagogie en face, soit vos parents, soit vos professeurs, n'ont pas cette intelligence, on va dire, de savoir vous faire aimer une matière. Essayez de voir si la matière, en fait, ne punissez pas le message si le messager est mauvais. Et des fois, en fait, le messager de la matière est pas bon, mais la matière en elle-même, elle peut vous passionner. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas le prof que vous n'aimez pas la matière. Et souvent, c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut arriver à comprendre en fait pour les élèves, c'est de se dire, on n'apprend pas aux profs à être des bons pédagogues. Ça se saurait si les profs étaient des bons pédagogues. Les profs sont aussi pressurisés aussi par plein de choses. À l'école, pour plein d'aspects au collège, au lycée, sont pressurisés sur plein d'aspects qui fait que ça en fait une génération de profs souvent aigris. En tout cas, il en existe. Et donc, c'est apprendre en fait à vous dire que l'école n'est pas tout. Mais ça peut être une fabuleuse aide pour vous aider à prendre de l'avance. Et je dirais aux parents d'être attentifs à leurs enfants, à leurs talents. Et on est souvent en train de dénigrer et de dire ouais, en gros, ce que tu as fait de bien, c'est 10% du temps. Ce que tu n'as fait pas bien, c'est 90% du temps. Et apprenez à renverser ça. Et quand vous avez un enfant qui a un bulletin qui est mauvais, dire à cet enfant qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il a de bon, qu'est-ce qu'il a comme super pouvoir, qu'est-ce qui fait que effectivement là il n'a pas brillé à l'école et c'était compliqué, mais qu'est-ce qu'il fait de profondément bien. Et juste pour renverser les choses et pas que ça écorne sa confiance en lui. Wow. Mais écoute, j'en ai les larmes aux yeux. Heureusement que j'ai du waterproof, hein, je te le dis. Hein. Oh non. Merci infiniment Yannick. Merci à toi. Encore une fois, j'espère que les jeunes, tu vois, boiront et prendront ton énergie, Voilà. J'espère. Nous verrons bien. Nous verrons bien. En tout cas, merci infiniment. Je te souhaite beaucoup d'énergie parce que là, c'est vrai que tu es en train de préparer avec ton équipe le live de la semaine prochaine et j'ai l'immense honneur d'y participer. Donc, waouh! Là, encore une fois. Je participe et très fier de le faire au Grand Rex aussi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, merci d'être là parce que ça va être pour moi un très grand moment. Merci. Au-delà de la valeur qu'on va vous apporter, parce qu'on va vous apporter énormément de valeur, je suis très heureux de vous présenter des conférenciers qui sont assez peu connus et qui sont des merveilles, des mentors. Donc, je suis très fier de ça. Oh là là, j'ai hâte. Merci beaucoup. Je t'embrasse, merci infiniment. Merci ma Lucie. Très belle continuation et je te dis à la semaine prochaine. Bisous ma beauté, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci encore, je t'embrasse fort.